on dit, ben maintenant, plutôt que de produire uniquement pour te nourrir, tu vas produire pour l'argent, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Et donc pour des produits exportables. Les cacaos, enfin, vous savez, les arachides, le coton, toute la gamme de ce qu'un paysan peut produire dans la logique du marché international. Seulement, on leur demande de produire ces denrées avec des méthodes modernes, des méthodes agronomiques modernes, incluant les engrais chimiques. Et quand on sait qu'il faut 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais et que le pétrole est indexé sur le dollar, donc ces gens-là, on les connecte immédiatement à une logique dans laquelle ils sont perdants d'avance. Auparavant, avant même, donc on a lancé des brigades de gens qui sont allés sensibiliser les paysans à la production extérieure. Et comme nous sommes au cœur de la famine aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer en partie l'histoire de la famine que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui est quand même centrale. Eh bien, le paysan était endoctriné à produire autrement. Et on lui disait, il faut que tu utilises des engrais, des pesticides, des semences sélectionnées. Il répondait, je n'ai pas les moyens d'acheter vos produits. Qu'à cela ne tienne, on va t'avancer les engrais, les pesticides, etc. On va te les avancer. D'abord, il distribue ses produits gratuitement. Le paysan expérimente sur son terrain. Effectivement, il est ébahi. Là où il a mis la poudre des blancs, comme on dit, eh bien, ça pousse mieux que là où il n'en a pas mis. Et donc, du coup, ça y est, il est conquis, il est acquis. Il va de soi pour lui que ces poudres produisent bien et qu'il va augmenter sa production. Alors, il retourne à la coopérative qui lui dit, tu as essayé, tu as vu le résultat? Il dit, oui, redonnez-moi. Ah oui, on veut bien t'en donner, mais maintenant, il faut payer. Alors, je n'ai pas d'argent. Qu'à cela ne tienne, on t'avance sur recette, on te donne les produits, mais à charge pour toi que quand tu as récolté, tu amènes la récolte et la coopérative vend le coton, en l'occurrence, c'était ce que j'avais vu, et quand elle aura vendu le coton, elle va te redonner ce qui te revient, déduction faite de l'avance qu'on t'a faite. Alors dans ce scénario, le paysan il est perdant. D'une part, avant même d'avoir gagné la première chose, il commence à investir. Il doit dépenser avant même d'avoir produit. Donc, et le produit, la dépense, elle est fixe, elle n'est pas aléatoire, mais le produit est aléatoire. Donc il commence déjà par le terme des échanges devient difficile parce que le produit, il est mis en concurrence internationale et lui, ce qu'il produit, de toute façon, c'est des frais fixes qu'il doit engager. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, eh bien, il y a des années où le cours mondial des denrées internationales ou des productions internationales est relativement favorable. Puis il y a des années où, au contraire, c'est très bas parce que la concurrence fait qu'il y a, on arrive à produire des pléthores ou des pénuries artificielles, et du coup, le paysan est perdant. Et alors, il creuse de plus en plus sa dette jusqu'au moment où il devient insolvable. Et au moment où il est devenu insolvable, eh bien, il pousse ses enfants à s'en aller, il part lui-même s'il peut en ville, et entre-temps, on lui a dit aussi, si tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est parce que tu n'as pas assez cultivé. Et donc, il faut agrandir les parcelles. Alors, le paysan agrandit les parcelles, et inconsciemment, donc il va déboiser, parce que ça passe par là, malheureusement, il va déboiser, et en déboisant, il ne se rend pas compte qu'il est en train de désertifier son milieu. Il ne sait pas qu'après les pluies, puisqu'il s'agissait des zones sahéliennes où il y a eu ce cataclysme écologique dans les années 70, où finalement il y a eu cette sécheresse qui est partie de l'Éthiopie jusqu'au Sénégal, et qui a desséché toute cette bande sahélienne qui était un biotope particulier, où là, la faune, la flore a disparu, les troupeaux ont été décimés, et les êtres humains sont morts, en grande partie morts de faim, et en grande partie immigrés vers les villes. Donc ce cataclysme, au lieu de lui donner une réponse qui soit comment faire que le paysan garde son énergie et appuyer son énergie, et bien ça a été une ère si vous voulez, de la concurrence de l'humanitaire,
où tous les humanitaires sont venus de toute la planète et finalement ont confisqué aux paysans même sa responsabilité en lui amenant de la nourriture en grande quantité, mais sans lui apprendre de nouveau à régénérer son milieu et vous savez la fameuse métaphore de donner du poisson ou apprendre à pêcher. Eh bien, c'était donner du poisson et maintenir les gens dans cette tutelle du secourisme international. Et voyant donc tout cela, nous avons proposé au contraire, c'est d'apprendre à pêcher. Et en examinant la situation, je me suis aperçu qu'il y avait à la fois une défaillance économique par le fait des investissements, et que c'était très lourd, et il y avait une défaillance écologique. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé le terme agroécologie. Agroécologie, c'est-à-dire que ça intervient à la fois sur comment produire mieux, et ça c'est l'expérience que j'avais acquise sur ma propre ferme, et à la fois comment intervenir sur le milieu naturel pour tenter de le régénérer par le reboisement, par la gestion des pluies, par ce qu'on appelle les sites anti-érosifs, par la protection des sols, évidemment, qui restent dénudés et qui sont emportés par les pluies violentes et par le vent, et par des techniques, si vous voulez, qu'on a mis à l'épreuve et qui ont démontré leur capacité au bout d'un certain temps. Création du centre de Gorom Gorom, qui a été un lieu de formation dédié à la formation en agroécologie. Impact national, 900 personnes au Burkina Faso formées. Aujourd'hui, 100 000 personnes par contamination. C'est-à-dire, et donc une logique agroécologique qu'on revendique aujourd'hui de plus en plus, mais qui fonctionne très bien. Et même la FAO, tous les grandes institutions, maintenant, ne jurent plus que par l'agroécologie, qu'on avait, nous, engagé déjà en 81 avec les résultats qui ont abouti à un tel niveau que le président Sankara, président du Burkina, avait décidé que l'agroécologie serait une politique nationale. Et là, nous avions, à la fois, nous voyons bien qu'on allait vers la pénurie alimentaire. Déjà, elle existait dans les pays du Sud, mais on allait vers une pénurie alimentaire mondiale. Et l'agroécologie répondait, était l'antidote en quelque sorte, puisque quand on n'a pas le temps d'analyser tous les paramètres, mais quand on analyse tous les paramètres, on se rend compte qu'elle n'a que des effets avantageux et que c'est la seule qui est susceptible aujourd'hui de maintenir, de faire que l'humanité puisse rebondir, corriger les déficits alimentaires et de nouveau se remettre en route. Et ça, c'est pour le Nord comme pour le Sud. Sankara meurt, je crée le premier centre de formation à l'agroécologie, enfin un autre centre de formation à l'agroécologie avec la complicité et le soutien du Conseil général du département de l'Hérault et avec l'appui très fort d'Edgar Pisani. Nous créons le CIEPAD, Carrefour international d'échange de pratiques appliquées au développement. Ce lieu a fonctionné pendant une dizaine d'années, mais là, on allait plus vers... c'est l'humanité entière qui est menacée plutôt que le clivage nord-sud. De dire il y a le sud, il y a le nord. Non, il y a un modèle qui apparaît comme nocif et négatif pour l'ensemble de l'humanité. Et là, on traite de ces questions, ce qui fait qu'on nous mettons en route des plans de formation destinés même aux gens du Nord qui à la fois s'alimentent mais ignorent ce que c'est que la terre et comprendre la terre, où ils sont passifs devant le débat bio, pas bio. Les gens qui disent c'est bio, les autres qui disent non, c'est pas de salut sans la chimie. Bien, les gens sont spectateurs mais ignorent tout. Donc on avait organisé aussi des modules d'initiation pour que le citoyen prenne enfin conscience que la terre qui le nourrit est très importante et qu'il faut quand même ne pas en faire n'importe quoi parce que c'est la seule garante en quelque sorte de sa survie. Et en même temps, on menait des programmes internationaux où on formait des gens, des agents qui partaient ou dans divers pays pour propager l'agriculture écologique comme modèle et comme alternative. Ensuite, bon, CIEPAD a duré 10 ans. On a organisé aussi des débats l'été sur des thèmes généraux, sur l'humanisme, sur tous les thèmes possibles qu'on pouvait. On a reçu des gens de toutes sortes qui venaient animer les débats. Et puis, le CIEPAD s'est vidé en quelque sorte du principe fondamental. Moi, j'ai donc abandonné au bout de 10 ans. Il y a eu quand même des impacts très importants. Je suis passé par une phase qui a nécessité que des amis se mobilisent pour créer la première l'association des amis de Pierre Rabhi,
pour soutenir le pauvre Pierre Rabhi qui était complètement largué, comme on dit. Et puis ensuite, ça a été terre humanisme.